Tu as lancé l'enregistrement? J'essaye là. Ouais, je Moi, pense que c'est bon, moi, ça me l'a Moi, dit. ça me l'a annoncé. Hein. OK. Cocotte, tu essayes de parler, mais on n'entend pas. Maë. Non, ça va Monsieur le GM, votre employé est en retard? Il travaille trop? Il travaille pas assez, il faut qu'il travaille plus. Ah, Travailler plus pour gagner plus. Euh, Je sais pas si ça marche, ça. Ouais. euh, Ouais. Ah là là, je sais pas chez lui, comment. là, il est en série révision. Là. Ouais. Mais il t'a dit, il avait confirmé sur le groupe qu'il Oh, serait. ouais. Ah, ça y est. Hop. Hop. Il arrive. 2, 3, 4. Ah, Roland. Hop. Un, 2, 3, 4. Voilà. Comme je dis, il y en a beaucoup qui étaient intéressés, mais pareil, c'est vrai qu'on n'a pas capté qu'il y avait. C'était aussi les vacances scolaires. Il y en a pas mal qui ont des stages avec les gamins. Ah oui. Et ceux qui ont joué hier, qui ont de la récup. Donc, on va attendre quelques minutes. Après, 14 horaires. Bonjour à tout le monde. Salut Roland. Salut Alex. Bonjour. Salut, Roland. Bonjour, bonjour. Et, il travaille avec l'agence et aussi, si je peux le dire, avec le Code de Lille sur le développement, que ce soit de l'agence One Sport Management, One Sport Management ou aussi par rapport au club de Lille. Et de très bons conseils. C'est bien gentil. Après, je relance, il y avait Jade, je vais voir si, qui était en formation, mais qui voulait. Roland, ça va les jambes. Ah, il faut que j'aille faire une IRM là. J'ai des douleurs qui persistent, mais sinon ça va. Et tu viens de faire 10 km quand même en courir. Ça va, hein. Avec des douleurs, ça va quand même. Bon, j'en parlerai, mais il faut que tu me donnes le contact d'Alex. Quand je vais faire l'IRM, je vais l'envoyer. Mais on voit ça après. Ok. Pas polluer la conversation. Oui, merci. Votre travail. On a déjà la voix d'Alex qui pollue la conversation. Et Donc, au respect. Ah ça. Bon, il y a Jade, Omarou, je crois. Attends, je vais appeler Omarou. Parce que j'ai l'impression qu'il a des problèmes de connexion. Et après, je pense qu'on pourrait y aller là. Ouais, grand. T'as des problèmes de connexion ou quoi? Ouais. T'as pas de micro. En bas à gauche, normalement, tu as tout ce qui est en rapport avec le son. Ouais. Mhm. Euh, ok. De toute façon, quoi qu'il arrive, on enregistre aussi la visio. Mais si tu peux venir comme ça en live, c'est top, quoi. Mm. Ok. On est là. Ouais, désolé, j'ai plus de voix. À tout de suite. Bon, juste Maro là qui se connecte, essaye, et après on pourrait y aller. J'ai fait la présentation à Maë. Seb travaille aussi avec l'agence, tout ce qui touche au coaching mental. Comme je disais à Maë, c'est qu'il a aussi développé une méthode qui s'appelle la méthode Stato. Seb, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Hein.
c'est vraiment une méthode globale qui est autour du sportif. Il travaille aussi de la performance du sportif. Euh, il travaille autant individuellement qu'avec des joueurs individuellement qu'avec des clubs. Je sais que tu interviens pas mal sur le club de Vichy. J'ai vu déjà en Espagne aussi, sur le basket et aussi sur le foot. Il a une méthode qui est basée aussi, qui a développé sur la respiration, donc que j'ai faite pendant presque 3 mois, on a travaillé dessus. Ouais. Et voilà, et là, elle est sur cette. Là, aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à la création d'un alter ego. Je laisserai ça me donner plus de détails par rapport à ce que c'est exactement, mais à savoir que c'est utilisé par des gros champions, des grands champions, sans même que nous, on le sache. C'est seulement maintenant qu'on commence vraiment à dire, ah bah ouais, finalement, c'est vrai, quoi. Et ça, je te passe la main pour que tu... Ouais. Alors, assez rapidement, je vais me présenter. Moi, je suis Sepp Mouniol, je suis un ancien basketteur. J'ai eu un début de carrière, on va dire, entre 14 et 18 qui, pour moi, était excellent parce que j'étais dans les meilleurs Français. On me disait partout que j'allais être en NBA, que j'allais être le meilleur. À cet âge-là, je l'ai cru. Et la suite m'a démontré que ça n'a pas été le cas. De 18 à 28, j'ai enchaîné énormément de blessures. Et à la fin de ma carrière, le sentiment que j'ai eu, c'est vraiment que je n'ai pas exprimé mon plein potentiel. C'est avec ça que j'ai terminé ma carrière. C'est très important d'introduire là-dessus parce que c'est ce qui a créé mon envie de développer les choses de la manière dont je les développe aujourd'hui. Je veux apporter aux sportifs tout ce que moi, je n'ai pas eu en tant que sportif. Donc, je me suis formé en préparation mentale en 2012. Donc, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'accompagne en préparation mentale parce que je n'ai jamais été formé en préparation mentale. Je ne savais même pas ce que c'était la préparation mentale, moi, en tant que joueur. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de joueurs qui traversent leur carrière et qui ont des bribes d'idées de ce que ça peut être. Et du coup, pour moi, c'est un vrai manque. Il y a vraiment quelque chose à avoir dans cette direction-là. Et la deuxième chose, je me suis spécialisé en respiration fonctionnelle. C'est accompagner le sportif à mieux respirer à l'effort. On ne nous apprend pas à mieux respirer à l'effort. On respire de manière... alors, on court et on respire, la respiration, on la subit en fait. Alors qu'en fait, le sportif doit apprendre à maîtriser sa mécanique respiratoire et à optimiser sa respiration à l'effort pour permettre à tout son corps et à sa tête surtout de bien fonctionner. Parce que quand on n'est pas bien oxygéné, on n'arrive plus à penser de manière... on n'arrive plus à analyser les situations. On peut analyser la situation, mais on n'arrive pas à l'exécuter. Donc, il y a plein de fonctions du cerveau qui vont être amoindries parce qu'on manque d'oxygène. Donc, ça, c'est toute une partie de mon travail. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de focaliser sur la partie mentale. Et je vais rebondir sur ce que disait Alex. C'est que de mes recherches, le premier dans le basket, en tout cas, à l'avoir utilisé vraiment avec un résultat affolant, c'est Michael Jordan. C'est donc le coach des Bulls à l'époque qui l'introduit dans cette direction-là et on voit l'effet que ça a eu. Mais moi, ce que je regrette, c'est que Michael Jordan n'en parle pas. Vous verrez rarement Michael Jordan parler d'alter ego. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un jeune qui est arrivé en NBA qu'on a connu, je ne sais plus, il s'appelait Kobe Bryant, je crois. C'est un petit jeune qui était complètement fou de performance et qui était complètement fou de Jordan. Ça, on le sait. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que Kobe passait son temps à appeler, envoyer des textos à Jordan. Mais comment tu fais ça? Comment tu fais ci? Comment tu fais ça? Comment tu fais ci? Et Jordan a fini par lui dire son secret. Et donc, Kobe a été accompagné par la même personne, le préparateur mental qui a accompagné Jordan. Et à cet endroit-là, il lui a créé son alter ego à lui. Et moi, ce que j'aime chez Kobe, c'est que Kobe, bien entendu, il a eu la carrière qu'il a eue, qu'on aime ou on n'aime pas, les chiffres parlent. Mais surtout, si vous regardez la fin de carrière de Kobe, il commençait à faire des interviews partout en expliquant son process, en expliquant qu'il a créé un alter ego, le nom de son alter ego, parce que les athlètes, il y a des athlètes qui ne le diront jamais, le nom de leur alter ego. The Black Mamba, c'est le nom de l'alter ego de Kobe Bryant. Et donc, lui, son but, c'était, après sa carrière, c'est de le dire au monde. De dire au monde, regardez ce que j'ai fait grâce à mon alter ego. Donc, en réalité, pour atteindre un haut niveau de performance sans péter les plombs,
il faut passer par la mise en place d'un alter ego. C'était le message de Kobe. Et c'est en ça que moi, j'ai vraiment connecté avec Kobe parce que je me dis, ce genre de message, il faut le diffuser. Alors, bien entendu, il y en a certainement qui l'utilisent aujourd'hui. C'est prouvé, hein, Messi, Cristiano Ronaldo, Djokovic en tennis, Nadal, Federer, tous les plus grands, LeBron James, bien entendu, Bron, B-R-O-N, c'est l'alter ego de LeBron James. Donc, tous ces grands athlètes utilisent un alter ego pour performer, mais très peu en parlent ouvertement. Donc, c'est pour ça que c'était à la base un peu un secret de Polichinelle. Maintenant, ça se démocratise un peu grâce à Kobe et grâce à d'autres qui peut-être en parlent un peu plus. Et donc, pour moi, c'est très important. Aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de me spécialiser dans le domaine. Donc, j'ai payé une formation très, très chère avec l'un des plus grands coachs aux États-Unis, donc qui me forme en plus de tout ce que moi, j'ai déjà intégré. Donc, je suis vraiment en France, je pense, le seul qui peut accompagner dans cette direction-là sans dire n'importe quoi. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu, j'en ai parlé à Alex, et j'ai voulu faire cette visio pour vraiment vous offrir ça, parce qu'en réalité, vous allez avoir du mal à trouver ça ailleurs sous cette forme-là. Cette présentation, je vais la faire simple, je vais la faire concise, je vais la faire claire. Et le but, c'est que vous compreniez de quoi on parle. Parce que là, encore une fois, ça peut paraître abstrait. Si on revient à la base, le sportif tente d'être performant. Il tente d'aller vers de plus hauts niveaux de performance. Jusque-là, c'est plutôt simple. Sauf que dès qu'on creuse un peu, on se rend compte que pour être performant, il faut avoir des résultats. Jusque-là, c'est facile, c'est compréhensible. Pour avoir du résultat, il faut poser certaines actions. Jusque-là, tout le monde s'est focalisé sur des actions à poser pour arriver à un certain résultat. Ce que les gens savent moins, et là, il faut commencer à creuser, aller plus loin dans une préparation pour le comprendre, c'est que nos actions sont influencées grandement par nos émotions. Donc, si je suis sur le terrain et que l'émotion que je ressens est une émotion de frustration, je vais avoir du mal à performer. Si c'est une émotion de colère, c'est une émotion d'angoisse, une émotion de mal-être, quelle que soit la forme de mon émotion, si elle est négative, ma performance aura du mal à être positive. D'accord? Donc, l'émotion va vraiment impacter l'action et donc le résultat et donc la performance. Mais qu'est-ce qui impacte l'émotion? Qu'est-ce qui crée l'émotion? Qu'est-ce qui peut changer l'émotion? Ce qui change l'émotion, c'est la pensée. Et là, on remonte dans le champ mental. Donc, c'est ma pensée, mon train de penser, ma façon de penser, mon mindset qui va influencer mon émotionnalité. Cette émotionnalité va influencer mes attitudes, mes comportements, mes actions sur le terrain qui vont influencer mes résultats. OK? Jusque-là, a priori, c'est plutôt simple à suivre. Maintenant, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui influence vos pensées? Parce que même quand on sait ça, moi j'ai été athlète sur le terrain, il y a des moments où on est très positif, on va se dire ouais, hein, et il y a des moments où on va perdre de balles, on va rater un tir, l'arbitre va nous siffler notre deuxième faute 2 minutes après le début du match, on va se crisper, on va s'énerver, tout ça se passe à l'intérieur. Si on n'a pas la capacité de contrôler nos pensées, on n'arrivera pas à changer la donne. D'accord? Mais en réalité, pour réussir à contrôler le plus facilement nos pensées, il faut qu'on comprenne que nos pensées sont générées par notre identité. Qui nous sommes, qui nous pensons être, l'image que l'on a de nous. Donc moi, si je reviens à mon exemple, en tant que basketteur, je me suis construit en pensant que je n'étais pas assez bien, que je n'étais pas assez fort, pas assez rapide, j'avais pas une assez bonne main gauche. Hein, on a entendu ça. Je ne sais pas suffisamment bien dribbler, je ne sais pas suffisamment bien shooter, je ne suis pas assez. Je peux vous dire qu'il y a des centaines, des milliers de sportifs, et si on parle que du basketteur, qui jouent en pensant qu'ils ne sont pas assez. Leur identité se définit par « je ne suis pas assez ». Donc, quand on rentre sur le terrain, je vais avoir du mal à finir avec la faute main gauche parce que je pense que je ne suis pas assez bien main gauche. Je vais avoir du mal à prendre ce tir ouvert à 3 points parce que je pense que je ne suis pas assez bien pour tirer dans le corner. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, pour avoir travaillé avec des centaines de sportifs, et notamment de basketteurs, pour avoir posé les questions, pour vraiment décortiquer ce qui se passe dans leur tête, on se rend bien compte que leur identité crée leur performance. Jusque-là, tout le monde me suit? Oui. Ça veut dire quoi? Si l'image que j'ai de moi crée mes pensées, crée mes émotions, crée mes actions, crée mes résultats et donc crée ma performance, l'image que j'ai de moi,
C'est clairement là-dessus que je dois me focaliser si je veux changer toute la chaîne. D'accord? Sauf que quand on arrive à se questionner sur l'image de moi, mon identité, la question qui naît, c'est qui suis-je? Et à cette question-là, mon identité, elle ne change pas. Si je demande à Jean-Victor qui il est, alors ça va être assez simple, il va me dire « Je suis Jean-Victor Traoré, j'étais là, je suis le seul GM en France qui dunk, je suis beau gosse. » Il va pouvoir amener plein d'éléments, mais ces éléments-là sont factuels. Il va me parler peut-être de sa carrière, il va me parler de ce qu'il a mis en place. Il va se définir au niveau de son identité par son passé. Et ça, c'est le mode que tout le monde va employer. Personne ne va se définir par son futur, par quelque chose qu'il n'a pas fait, par quelque chose qu'il voudrait faire. Quelqu'un ne va pas vous dire « Je suis champion de France » s'il n'est pas champion de France. Donc, en gros, notre identité, elle est fonction de notre passé. À partir de là, notre identité, c'est de reproduire les éléments que j'ai produits dans le passé. Si, dans le passé, je n'ai pas été bon en défense, ben, je ne vais jamais me définir comme un bon défenseur. Si dans le passé, je n'ai jamais eu un gros tir à 3 points, je ne vais pas me définir comme un gros shooter à 3 points. Et du coup, ma performance future ne sera que très difficilement définie par cet aspect-là. Et comme malheureusement la performance aujourd'hui se réduit à l'action et au résultat, donc la fin de la chaîne, ben on va aller à l'entraînement, faire des séances de tir, pensant qu'on n'est pas un shooter, mais du coup on va quand même shooter, du coup arriver en match, on ne va pas réussir à mettre dedans, mais parce qu'on continue à penser qu'on n'est pas un shooter, et ainsi de suite. Tant qu'on n'a pas changé l'identité, le mouvement, le travail, la performance en elle-même ne pourra pas être drastiquement changée. Et si elle est changée ponctuellement, parce que ça peut arriver sur un match, on fait un gros match, on met dedans, ça sera ponctuel. On ne va pas avoir une forme de régularité dans le temps qui est un indicateur de stabilité identitaire. Regardez tous les alter-ego de la performance. Jordan, 30 points de moyenne pendant toute sa carrière. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas chez les autres. Pourquoi? Parce que les autres fluctuent. Les autres ne sont pas un alter-ego. Les autres, un coup ça va pas, ils sont frustrés, un coup ils sont contents, un coup ils sont pas contents, un coup émotionnellement ils sont bien, un coup émotionnellement ça ne va pas. Et ça, c'est ce que 99% des athlètes vivent, cette fluctuation. Encore une fois, parce qu'ils se définissent comme leur ego. Je m'appelle Sepp Mouniol, j'ai 42 ans, je suis un basketteur, je suis un fort défenseur, je suis ci, je suis ça, je suis ça. Point. Définition de mon passé. C'est bon pour tout le monde jusque-là? Yes. Okay. La question est comment on change ça? Parce que si on écoute tous ces éléments-là, on voit bien que le changement, la progression est compliquée. Si je me définis par mon passé, comment je vais faire pour devenir quelque chose que je ne suis pas ou quelque chose que je n'ai pas exprimé avant? Et c'est contre ce mur que tous les sportifs se cognent. C'est contre ce mur que je me suis cogné pendant 10 ans. À essayer de devenir un shooter, alors que je pensais que je n'étais pas un shooter, à essayer de devenir un joueur smart, parce qu'on m'a toujours dit que je n'étais pas smart, parce que j'étais de la région parisienne, donc je ne comprenais pas le basket. Et, enfin, voilà, et on ressasse des dizaines et des dizaines de pensées, on essaye de faire de notre mieux, mais on se cogne contre un mur interne. C'est ce que j'appelle des blocages inconscients. Ces blocages sont des pensées, puis des croyances qu'on a installées en nous dans notre passé, qui définissent nos identités en tant que sportifs, spécifiquement sur le terrain. À partir de là, on se bat contre nous-mêmes constamment. Est-ce que jusque-là, ça vous parle, ce que je veux dire? Oui, moi ça me parle. Après, je laisse la parole aussi aux autres s'ils ont besoin. Au moins d'acquiescer ou pas du tout. Vic, donne-moi ton avis, Vic. Vic, son cerveau il chauffe déjà, il est en train de. Non, moi, tu as déjà utilisé mon exemple. Les autres n'ont qu'à parler aussi. alors qui veut Non, me dire ce qui. Ça me parle bien, ça me parle bien. Non, mais c'est vraiment le. Ouais, c'est vrai qu'on se pose des questions, tu vois. Tiens, ouais, moi, shooter, mais pourquoi, comment, pourquoi on fait ça? Est-ce que je peux vraiment passer un cap, toi, toutes ces questions. Ouais, moi, en tant que joueur, ancien joueur, je sais que je me suis vraiment posé ces questions, tu vois. Et Bien sûr.
Mais moi, en gros, j'ai pas de talent, c'est juste du travail, tu vois. Alors, je Bien travaille, sûr. plus. Et jusqu'au jour où Alaves m'a dit, mais tu sais, t'es un bon shooter, tu vois. Ah ouais, t'es un coach c'est l'équipe de France à l'époque. Ah ouais, je suis un bon shooter. Et là, j'ai commencé à prendre conscience Oui. Et parce là, que le une discours interne autorité, change. une autorité qui dit, putain, un mec du basket qui dit, non, non, putain, t'es un bon shooter, là. Ouais. Et comme tu dis, même si tu le sais, quand, comme tu n'as pas pris l'habitude à un moment de t'en servir, tu fais comme Boris Dio, tu vois. Il est capable de tout, mais il n'a pas juste pas le réflexe de le Ouais. faire, tu vois. Il préfère faire la passe. Bah, tu vois, tu restes sur un schéma un peu comme ça, tu vois. Bien sûr. Tu places où, tu places où l'inverse, c'est-à-dire les coachs qui vont te dire que tu n'es pas capable de faire quelque chose et que du coup, ça te renforce, ça te motive à le faire. Alors, ça, Moi, c'est plus le contre-exemple d'Alex. C'est ceux qui m'ont dit que je ne pouvais pas shooter, par exemple. C'est l'année où j'ai été meilleur, j'ai eu le meilleur pourcentage de ma carrière. OK. Ça c'est une réaction. C'est une réaction de son environnement. C'est la même réaction qu'a eu Michael Jordan. On connaît tous son histoire. C'est parce qu'on lui a dit quand il était en high school qu'il n'était pas capable, qu'il a fait tout ce qu'il a fait derrière. Et derrière, même en NBA, dès qu'il était face à un joueur qui lui montrait un peu de résistance, c'est là où il se révélait. Donc, il y a des joueurs qui vont se définir par la résistance. Si on leur dit tu n'es pas capable d'eux, ils vont se dépasser. Ça, encore une fois, c'est un programme mental. Ça veut dire que dans ton passé, dans ton enfance, tu t'es construit par ce programme-là. Et tu te construiras encore dans l'avenir par ce programme-là. À chaque fois qu'on te dira, tu n'es pas capable de faire ça en tant que GM, en tant que ci, en tant que ça te donnera le drive pour y aller, pour dépasser. Et parce que c'est un programme que tu as installé en toi. Ce programme n'est pas installé chez tout le monde. La plupart des Mais gens, la plupart des sportifs, si ils sont face à ce discours-là, tu n'es pas capable de, boum, tu les perds. est-ce que cette résistance-là est identifiée par les coachs sur les sportifs? Alors, je ne peux pas parler pour tous les coachs, donc je ne peux pas le dire. Après, de mon expérience, de ceux que je côtoie, de ceux que j'ai côtoyés en étant proche du banc, en disant ça, euh, il n'y en a que très peu qui ont cette conscience-là. Après, si je ne parle que de mon chéri Guillaume Vizade, qui pour moi est un Jedi du coaching, en tant qu'entraîneur, pour moi, il est fantastique. Lui, il a conscience d'énormément de choses. Mais j'en ai vu beaucoup d'autres qui n'ont pas du tout ce niveau de conscience-là. Mm. Donc là, je voulais juste vous emmener à ce point-là, vous faire comprendre que l'état des lieux, c'est ça. On veut être performant, on veut avoir du résultat, on veut avoir ce résultat. Donc, on passe par de l'action, de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Ce mode opératoire va donner des résultats très lents, parfois même. Moi, je me suis entraîné toute ma carrière. J'allais courir la nuit, je faisais de la muscu. Je me dis, j'ai jamais été le mec qui, oh, je ne sais pas, je ne vais pas m'entraîner. Non, je me levais le matin à 6 heures, je m'entraînais avant l'entraînement, après l'entraînement. Enfin, voilà. J'ai grandi dans une génération où c'était vraiment entraînement, entraînement, entraînement. Ça n'a pas donné le résultat. Alors, j'ai eu des résultats, bien entendu, mais pas ceux que j'escomptais. Parce qu'encore une fois, focaliser sur l'action, c'est focaliser sur 3% de ce qu'on veut générer. Avant l'action, il y a l'émotion. Avant l'émotion, il y a la pensée. Avant la pensée, il y a l'identité. Donc, la question, c'est qui suis-je? Qui suis-je? Je suis défini par mon passé. Donc, vous restez dans cette bulle-là, vous allez galérer pour développer grandement votre niveau de performance. Moi, ce que je veux, c'est vous sortir de cette bulle-là. Vous emmener dans une autre bulle où vous allez créer, transformer littéralement votre performance. Comment? Parce que vous allez changer votre identité. Vous allez changer votre perception de vous. Parce qu'en réalité, vous ne changez pas. Mais c'est l'image que vous avez de vous que vous allez switcher. Des études comportementales disent que nous avons des multiple self, on dit en anglais. Donc, nous avons des multiples soi. On le voit tous les jours dans notre vie. Posez-vous la question, comment vous êtes quand vous êtes
avec votre chéri, votre petite amie, ou en tout cas votre famille, ceux qui sont très proches de vous? Comment vous êtes avec vos potes? Comment vous êtes? On peut remarquer que dans son comportement, dans sa personnalité, on va être différent avec quelqu'un avec lequel on est très proche. On va peut-être avoir plus de recul avec quelqu'un qu'on connaît moins. On va peut-être être dans le cadre du basket, on va devenir peut-être plus agressif. Mais à l'extérieur du basket, on va être peut-être plus cool. Donc, en fait, on utilise déjà des différentes parts de notre personnalité pour faire des choses, pour vivre des expériences plus ou moins complexes. Maintenant, ici, le travail de créer un alter ego, c'est littéralement de choisir, d'incarner une personnalité qu'on va créer avec des caractéristiques claires, valides, qu'on va créer pour performer. Ça veut dire qu'on choisit de rentrer dans le mindset, dans un mindset précis quand on rentre sur le terrain. Et quand on sort du terrain, on lâche ce mindset, on redevient qui on a toujours été. Et dans ce mindset-là, on n'est pas défini par notre passé. On est défini par ce vers quoi on tend. C'est pour ça que vous entendez les LeBron James dire « Je suis le meilleur joueur de tous les temps. I'm the chosen one. » Et quand un Français entend ça, il dit « Oh là, il se la raconte, il se prend pour le meilleur. » Il ne se prend pas pour le meilleur. Il est dans le mindset du futur. Il se dit « Si je veux être la meilleure version de moi, je dois me dire que je serai le meilleur. Je dois me dire que la vision vers laquelle je tends est déjà actuelle maintenant. » C'est vraiment, il faut comprendre au niveau mental ce qui se passe. Tant que vous vous référez au passé pour vous définir, vous allez avoir du mal à avancer. Quand vous vous référez par rapport au futur pour vous définir, là, le chemin va s'ouvrir à vous. Ça veut dire qu'il faut créer un avatar, un mindset, une personnalité qui va être sportive dans le cadre de votre sport et lui indiquer les objectifs à atteindre. Je veux être champion de France, je veux être en équipe de France, je veux tant de points, je veux… Encore une fois, ces objectifs-là, parce qu'ils sont définis, ça ne veut pas dire, hop, c'est la fête, j'ai défini les objectifs et ça va se passer. Non. Ça veut simplement dire que c'est le chemin vers lequel je vais tendre avec le plus de facilité. Je vais vous prendre des exemples que j'ai déjà accomplis. J'ai un jeune que j'ai accompagné qui est à Pau. Il joue en espoir, il n'arrive à rien. Il était cadet et espoir. En cadet, très fort. En espoir, il me dit, j'arrive pas à jouer en espoir. J'ai peur, ils sont plus grands que moi, ils sont physiques, j'y arrive pas. Je lui fais créer son alter ego et en 3 semaines, franchement, ça a duré peut-être 2-3 matchs. Son père m'appelle, il me dit, je ne sais pas ce qui se passe. Le même joueur, 3 semaines avant, il n'est pas devenu plus rapide, plus grand, plus fort, il n'y a rien changé. C'est-à-dire sur le papier, rien n'a changé, c'est le même joueur. Sauf que dans sa tête, il s'est créé une autre personnalité, avec un nom, avec des caractéristiques, avec des choses qui sont complètement sous son contrôle et qu'il va exprimer à ce moment-là. Ah ben aujourd'hui, il explose tout. Encore une fois, ce n'est pas un mécanisme qui prend 6 ans. Ce n'est pas un mécanisme comme un mécanisme logique qu'on peut avoir où il faut d'abord un step, puis un deuxième step, puis un troisième step. C'est un mécanisme mental. C'est-à-dire que dès qu'on a chopé le truc et qu'on arrive à switcher, alors là, on n'a plus de limite. Et c'est ce qu'on voit en NBA. Quand on voit des joueurs en NBA qui marquent 60 points, 50 points, c'est des scores tellement dingues. Et pour avoir vu le programme d'un joueur NBA, c'est déjà juste tellement dur de tenir la saison. Alors, de marquer 50 points dans un match, il faut vraiment être à un niveau extrêmement haut. Et donc, en réalité, on ne peut pas faire ça si on se définit toujours par son passé. C'est-à-dire que même LeBron James, s'il se définissait par son passé, il n'aurait pas pu accomplir ce qu'il accomplit aujourd'hui. C'est parce qu'il a choisi d'être the chosen one, qu'il a choisi d'être son alter ego, que cet alter ego, pour lui, allait devenir le meilleur joueur de tous les temps, d'après son prisme à lui, encore une fois, ce n'est pas d'après le prisme des autres, parce qu'à la fin de sa carrière, il y a des gens qui diront c'est le meilleur de tous les temps, d'autres qui diront pas du tout, et c'est même pas ça le plus important. C'est que ça lui a permis pendant 20 ans de faire ce qu'il a fait. En gros, l'objectif, c'est juste une carotte que vous allez suivre. Sauf que cette carotte sera facilement suivie par votre alter ego et pas par votre ego. Pourquoi? Votre ego, dans son fonctionnement, il a peur. C'est la base de son émotion. Il a peur de quoi? Il a peur des autres. Il a peur de l'inconnu. Il a peur de ce qu'il ne sait pas, qu'il ne comprend pas. Il a peur de ce qu'il n'a jamais fait. Si vous lui demandez de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait, il a peur. L'ego a peur, peur, peur. Ayant peur, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de vous mettre dans une petite boîte, de vous enfermer, de vous garder dans un moule dans lequel vous êtes, entre guillemets, en sécurité.
Et c'est ça la zone de confort. Donc, je reste dans mon confort parce qu'à cet endroit-là, je suis en sécurité. Sauf que l'ego, en termes de performance, ne vous fera jamais vous dépasser. Jamais. Le dépassement est à l'extérieur de la zone de confort. Donc, si vous avez peur, si vous êtes angoissé, si vous êtes frustré, si vous avez des doutes, ça naît de la peur. Vous êtes sous le prisme d'un ego et donc votre performance sera au mieux, en dents de scie. C'est-à-dire que par moment, vous allez faire des matchs peut-être un peu mieux, mais ça sera comme ça, au mieux. Au pire, ça sera une performance qui sera loin de ce que vous êtes capable de faire en réalité. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que n'importe quel athlète qui crée un alter ego a la capacité d'exploser ses performances. Pourquoi? Parce qu'en mode ego, il n'utilise que 10 ou 20% de son potentiel. En mode ego, il ne se développe pas réellement, il ne grandit pas réellement. Regardez dans une saison le nombre de joueurs qui a une trajectoire de développement exponentiel. Il y en a dans toutes les saisons. Il y a des joueurs, entre le début et la fin de la saison, on a l'impression qu'ils sont passés de personnes à des dieux vivants. C'est simplement, dans cette saison-là, ils ont eu la capacité, consciente ou inconsciente, de se référer à une partie d'eux qui est capable d'évoluer à cette vitesse-là. Et en réalité, on est capable de faire ça toutes les saisons. Sauf que quand on utilise un alter ego, toutes les saisons sont des saisons à grand développement. Donc, si vous faites ça pendant 5 ans, dans 5 ans, vous pouvez être en N2 aujourd'hui et dans 5 ans, être le meilleur joueur de Pro B. Alors que si vous restez en mode ego, vous êtes en N2 aujourd'hui, soit avec un peu de chance, vous êtes en N2 dans 5 ans, soit dans 5 ans, vous êtes en N3. C'est-à-dire que soit vous allez aller dans une pente qui va aller vers le bas, soit au mieux, vous allez vous maintenir. Mais la progression et la progression exponentielle n'existent que dans un seul cas. Quand vous ne vous définissez pas par votre passé, quand vous vous définissez par qui vous voulez être. Et ça, c'est un protocole que je mets en place dans ma formation, dans mon accompagnement, qui vous permet de, pièce par pièce, mettre les éléments là où vous allez les mettre, là où vous pouvez les mettre, et bim, boum, boum, vous avancez, vous voyez le monde différemment, en tout cas sur le terrain, vous comprenez que tous vos échecs ne sont en réalité que là pour vous faire grandir, et surtout, vous exprimez pleinement qui vous êtes. Parce que la limite de l'ego sur le terrain, c'est qu'il va exprimer une toute petite partie de qui il est. À l'inverse, l'alter ego exprimera pleinement son potentiel. Parce que cet alter ego n'a pas de passé, il n'a pas de peur, il n'a pas de doute. Donc, quand vous voyez sur un terrain quelqu'un qui tente, quelqu'un qui essaye de nouvelles choses, quelqu'un qui se motive, qui remotive lui et les autres, quelqu'un qui ne se frustre pas, c'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, ne rentre pas dans des rages folles, c'est quelqu'un qui est déjà dans cette dynamique-là, inconsciemment. Le problème que je rencontre, c'est qu'il y a des joueurs qui le sont inconsciemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un ou plusieurs éléments de leur environnement actuel qui créent la naissance de cette version 2 sur le terrain. Je vous explique. Peut-être que vous êtes dans un club où vous avez un coach, des assistants, des coéquipiers qui vous entendent, qui vous comprennent, qui aiment votre style de jeu, qui vous mettent en valeur, qui vous mettent en avant. Et sur le terrain, waouh, vous vous sentez bien. Vous faites une énorme saison. Saison de Pro B, 14 points de moyenne, waouh, c'est super, meilleur français en Pro B, ok. On vous change de club avec un coach qui ne vous comprend pas si bien que ça, des coéquipiers qui ne vous voient plus, qui ne vous entendent pas, qui ne vous comprennent pas. Ce qui va se passer derrière, c'est que la saison d'après, elle sera pourrie. Je l'ai vu faire à mon époque et ça sera toujours le cas. Il y a des joueurs qui passent des saisons extraordinaires dans un club, on leur change de club, il n'y a plus personne. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus, c'est les mêmes basketteurs. C'est simplement qu'ils dépendaient de l'environnement. C'est cet environnement qui a créé leur capacité à performer. Donc maintenant, moi, ce que j'aimerais faire, c'est que vous soyez votre propre déclencheur de votre performance. Que ce ne soit pas l'environnement qui crée votre capacité à performer, mais que ce soit vous-même par votre mindset. Quand vous arrivez à faire ça, où que vous soyez, quels que soient vos coéquipiers, quel que soit votre coach, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes, vous trouverez le moyen de performer. Question, parce qu'on parle beaucoup de joueurs. Est-ce que ça, c'est aussi pour les agents, pour les coachs, dans le travail, Très bonne question. Pas que sportif. Très bonne question. Le modèle de la création de l'alter ego aux États-Unis est utilisé partout. Les agents immobiliers, les agents de joueurs, les coachs, les businessmen.
Les businessmen qui font des deals à 10, 20, 30, 50, 100 millions le deal, ils sont tous en mode alter ego. Pourquoi? Parce que le jour où tu devras signer un deal à 2 milliards, si c'est ton ego qui est au moment de la signature, c'est-à-dire que tu es comme ça, tu paniques, tu ne sais plus ce que tu dois dire, tu as peur, tu doutes, tu te dis, mais putain, mais est-ce que ça ne va pas capoter? Est-ce que l'ego, dans un moment de grand stress, panique, blackout, choke, au basket, comme on dit. Tout ça, c'est des modes ego qui essayent de tenir la pression. Alors qu'en mode alter ego, tu peux faire tout, tu peux atteindre tous les objectifs. Donc aux États-Unis, c'est utilisé pour tout. Maintenant, en France, c'est très peu utilisé et en réalité, tout le monde peut l'utiliser. Moi, je l'utilise et je recommande si un coach, parce que là, on parle à des joueurs, mais si un coach se met à être en mode alter ego, à mon avis, son équipe, ça va être n'importe quoi, parce que du coup, il va insuffler complètement cette veine à ses joueurs et ils ne seront plus du tout dans le même mindset. Même si eux n'ont pas cette pensée consciente de comment dire, si le coach a ce mindset, même s'il peut entraîner des personnes qui n'ont pas cette pensée consciemment. C'est une très bonne question. Regarde, moi, en tant que coach, en tant que préparateur, quand je fais une séance, je me mets en mode alter ego pour faire la séance. Si je reste en mode ego, je vais réagir à ce que la personne va me dire. Et je vais peut-être dire quelque chose qui peut le toucher, l'affecter, et ainsi de suite. Si je suis en mode alter ego, je ne vais pas réagir. Je vais répondre, je vais prendre du recul, je vais entendre, j'aurai plus de profondeur dans ce que je dis, dans ce que je perçois, dans la manière dont je vais le toucher par mes mots. Ça veut dire qu'un coach basket qui est en mode alter ego, ça s'appelle Phil Jackson et on sait ce que ça donne. Ça s'appelle Popovich et on sait ce que ça donne. C'est-à-dire que ces coachs-là, on les reconnaît à un milieu parce que de toute façon, ils ont enchaîné des victoires sur des victoires sur des victoires sur des victoires. Et pire, les joueurs qu'ils ont, Phil Jackson, il a une batterie de joueurs qui sont devenus des... Parce que, encore une fois, cette posture-là, cette posture méta, on appelle une posture méta, où là, il y a mon ego et moi, je suis en posture méta, fait en sorte que j'ai un rapport à moi qui est beaucoup plus fort, mais surtout, j'ai un rapport aux autres qui est beaucoup plus fort. Donc, un rapport aux égos de mes joueurs qui est beaucoup plus fort. Parce qu'une équipe de basket aujourd'hui, c'est quoi? C'est 10 égos sur pattes. En tant que coach, si c'était juste une question de mettre en place un système et faire jouer des joueurs, il y a plein de coachs qui seraient très forts. Le basket d'aujourd'hui, c'est pas ça. Il faut devenir un psychologue. Il faut être très fin dans la manière d'échanger, dans la manière de parler individuellement et de parler au niveau du groupe. Donc, un coach qui fait ce travail-là, il aura les mots, il aura le mot juste, il aura la perception juste, il saura quand prendre le joueur à part, quand le laisser dans le groupe. Tout ça, il saura le faire intuitivement. Et par ce fait-là, il aura une capacité à emmener son groupe vers le haut. Okay. Bien. Ça part d'un travail personnel. Ça part d'un travail personnel. Plus on fait ce travail vis-à-vis de soi-même, plus on a la capacité de le faire vis-à-vis des autres. Est-ce que c'est pour ça qu'on a appelé Phil Jackson de chef, comme un grand sage, chef indien, un peu, qui avait un peu une philosophie à part dans le... Vous voyez pas la performance par la performance, mais plus par une philosophie, quoi. Exactement. Et moi, ce qui me fait sourire, c'est que Phil Jackson a le même préparateur mental que Jordan, Kobe, Shaq, LeBron James. C'est-à-dire qu'ils ont tous utilisé le même modèle créé par la même personne, mais pourtant, on parle de Phil Jackson, on parle de Jordan, on parle de Kobe, on ne parle pas du préparateur mental qui est derrière tous ces mêmes joueurs. Enfin, aux États-Unis, il est connu, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, quand on parle de performance, on regarde, waouh, c'est beau, ça brille, mais ils ont tous suivi le même processus. Ils sont tous passés entre les mains de la même personne qui a fait le même processus avec eux. Et ça, c'est reproductible aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des schémas, je peux me permettre de poser des questions? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que, en gros, cette construction a le même schéma pour tout le monde? Est-ce qu'en gros, il y a des piliers, posture physique, je ne sais pas, mentale, c'est la même méthode pour tout le monde? Ou en gros, toi, genre, tu as 5 piliers, il faut créer des choses dans ces 5 piliers? Ou en gros, non, pas du tout. Il y en a, c'est oui, juste oui. La méthode est la même pour tout le monde. Après,
les éléments peuvent varier parce qu'en fait, on est tous différents, hein, ça, je ne vous l'apprends pas. Donc, certains vont être plus sensibles à une manière d'y arriver, à cette manière d'y arriver-là que d'autres. Donc, dans l'accompagnement, on propose différents moyens parce qu'en réalité, on est tous différents. Mais le process reste le même. C'est-à-dire qu'on a tous un mental qui s'est construit de la même manière, avec un ego. Et par exemple, la question que soulevait Jean-Victor tout à l'heure, c'est encore une fois une différence entre différents modèles de pensée. Celui qui va se construire par l'adversité et celui qui doit se construire par l'encouragement. C'est deux modèles différents. Mais encore une fois, à cet endroit-là, il n'y en a que deux. C'est-à-dire, soit on est dans la case de ceux qui ont besoin d'être encouragés pour avancer, soit on est dans la case de ceux qui ont besoin d'être mis dans le dur pour avancer. Le problème dans un groupe, c'est que les joueurs n'arrivent pas en vous disant moi, je suis de ce modèle-là, moi, je suis de ce modèle-là. Un, le coach doit le savoir, doit le sentir, doit pouvoir le déceler. Et deux, il doit pouvoir parler à ces deux groupes-là quand il parle au groupe. Si dans mon groupe, il y a 5 joueurs qui ont besoin d'être rentrés dedans, 5 joueurs qui ont besoin d'être encouragés, et que je mets une soufflante à tout le groupe, ah ben, il y en a 5 qui vont réagir bien parce que la soufflante, ça les met droit, et il y en a 5 autres, ils ont plongé tout de suite. Donc, c'est en ça que c'est complexe, hein. Ce n'est pas quelque chose de simple. Mais Du coup, oui, quand tu programmes, là, je vais comment tu le fais. Quand tu programmes un esprit, l'émotion, tu la places où? L'émotion, encore une fois, dans l'échelle, il y a la perception identitaire, qui je suis. En dessous, il y a les pensées, ce que je pense, mon champ de pensée. Et en dessous du champ de pensée, il y a les émotions. Et les émotions, ensuite, il y a les actions, les comportements, les attitudes et les résultats. Et donc en programmant quelqu'un, tu prends l'avatar, tu lui donnes tes critères. C'est lui qui choisit tout. Hein. C'est comme si tu joues au Sims. Hein. Tu crées ton avatar, tu crées les fonctions. En gros, les fonctions, tu ne les crées même pas. Les fonctions sont juste l'opposé de ce que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui. Ok, donc ça, c'est du concret. Et du coup, l'émotion, la personne qui crée son avatar, l'émotion. Ouais. Parce l'émotion sur un avatar va être l'opposé de l'émotion qu'il entretient aujourd'hui. Je te prends un cas. Quelqu'un qui est aujourd'hui sur le terrain très frustré, il faut que l'émotion de ton avatar soit l'opposé de celle-là. Parce qu'en fait, l'ego exprime l'opposé de l'alter ego. Donc, parce que dans la construction, dans nos têtes, il faut comprendre bien une chose. Nous sommes dans un monde duel, un monde polarisé. La gauche, la droite, le haut, le bas, le noir, le blanc, le soleil, la lune. Dans notre monde, il n'existe pas de haut sans bas. Il n'existe pas de cher sans pas cher. Les opposés existent dans les deux cas. Et donc, à l'intérieur de nous, l'ego n'existe pas sans l'alter ego à sa naissance. C'est-à-dire que l'alter ego naît avec l'ego au moment de sa naissance. En fait, on ne le crée pas, cet alter ego. Il est déjà là. Et on l'exprime déjà. Votre alter ego, vous l'avez exprimé, vous l'avez ressenti à chaque fois que les choses étaient fluides, étaient faciles, à chaque fois que vous vous êtes rendu compte que… Donc, en fait, chez un sportif, souvent, il a déjà exprimé son alter ego. Sauf qu'il l'a fait de manière inconsciente. Donc, moi, mon travail, c'est de le rendre conscient et de faire en sorte que, c'est ce qu'a fait Jordan, rentrer dans mon alter ego à chaque fois que je vais jouer un match. Donc, du coup, je vais mettre 30 points à chaque fois que je vais jouer un match. Si je choisis que mon alter ego est un scoreur. Parce qu'encore une fois, votre alter ego n'est pas obligé d'être un scoreur. Jordan a choisi le scoreur, Kobe a choisi le scoreur. Vous pouvez être comme LeBron James, choisir un all-around player. Donc, celui qui va mettre des points, des passes, des 1, mais c'est vous qui choisissez ça en fonction de ce que votre ego vous définit aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important. On ne peut pas arriver et dire ouais, moi, je veux que mon alter ego il fasse ça. Non, ton alter ego va faire l'opposé de ce que ton ego exprime déjà. Donc, si ton ego exprime, par exemple, la peur de tirer à 3 points, il ne tire jamais à 3 points, ça veut dire que son alter ego est un shooter à 3 points. En tout cas, peut shooter énormément à 3 points. Si ton ego a peur de driver, il ne drive jamais parce qu'il a peur, je ne sais pas, du contact, son alter ego va être défini comme capacité de tenir les contacts, aller au contact. D'accord? Donc, en fait, c'est juste des jeux d'opposés. Donc, dès l'instant où tu me définis qui tu es sur le terrain, tes qualités, tes défauts, moi, en tant que coach, je vois tout de suite comment ton alter ego sera. Et du coup, ce pattern-là, il est vrai pour tout le monde. Je l'ai déjà fait des dizaines de fois et c'est assez simple. Parce que dès l'instant où on voit un ego, on voit exactement quel serait son alter ego. Et du coup, rentrer dans cet alter ego, dès l'instant où on a compris, le but de tout ce jeu-là, c'est de pouvoir y rentrer et y rester pendant la durée du match. Donc, il y en a qui y rentrent, qui vont y rester un quart temps, ou qui vont y rester 5 minutes ou 3 minutes.
Ils vont en sortir parce dès qu'on a une émotion elle fait tout exploser. C'est-à-dire l'alter ego est toujours avec du recul. Dès l'instant où je m'énerve, je me frustre, je pète un plomb, c'est que je suis revenu à mon ego. Si ça, c'est le cas, il faut que je prenne du recul sur le terrain et que je réintègre mon alter ego, et ainsi de suite. Et c'est ce jeu-là que moi, j'accompagne pendant 3 mois. Ouais, Et dès l'instant où pendant 3 là, mois, tu on a parles réussi. de. Ouais, du coup, ok, là, tu parles d'émotion. Quand moi je disais émotion, c'est vraiment que ce soit positif ou négatif, parce que en tant que joueur ou même autre, tu as l'émotion positive qui te fait passer un cap aussi. Voilà. Donc, c'est là que je disais si ton alter ego, c'est assez, c'est peut-être pas bête ce que je dis, mais j'aime bien être clair avec ces choses-là. Du coup, si le but, c'est de créer l'opposé de ton ego et que dans ton ego, déjà, tu as pas mal de choses qui t'emmènent bien et que dans l'alter ego, c'est l'opposé, tu vois, comment tu programmes pour garder que le positif et rajouter le positif? C'est là que je disais l'émotion. Voilà. Okay. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je regarde ton alter ego, je ne regarde pas ce qu'il fait déjà de bien. Voilà, donc. Je ne vais pas venir créer l'opposé de quelque chose que tu fais déjà de bien. En gros, ton alter ego, par exemple, si tu es déjà un shooter aguerri, machin, on ne va pas dire, tiens, je vais créer l'opposé. Non, shooter aguerri, tout ça, super, on le garde, ça. Ça, c'est pour nous. Par contre, je vais regarder ce que tu fais pas, ce que tu fais mal. Très souvent, le shooter, il fait pas quoi? Il défend pas, par exemple. C'est un cas classique qu'on a vu au basket. Un shooter qui défend pas, ça veut dire qu'il est capable en réalité de shooter et de défendre. Donc, le côté shooter, on va le garder parce qu'il l'a déjà et que c'est plutôt positif pour lui. Par contre, on va activer chez son alter ego le défenseur. Donc, ça va devenir un shooter qui shoot, mais qui est capable de défendre. Et ça va être défini par l'émotion qu'il souhaite ressentir pour aller vers sa performance. Par exemple, le frustré, l'angoissé, le colérique sur le terrain, souvent, alors c'est différent pour certains, mais ça va souvent retourner sur la fierté ou la reconnaissance de l'autre côté. Je me suis rendu compte que beaucoup de joueurs, l'émotion de fierté est hyper, hyper importante. Être fier, se sentir fier de soi, de sa performance, mais surtout rendre les autres fiers. Rendre ses parents fiers, son coach fier, le public fier, le club fier. La fierté, chez tous les athlètes que j'ai accompagnés, ça revient, mais chaque fois, ils ont besoin de cette fierté. Donc, l'émotion de la fierté, pour moi, aujourd'hui, à 80%, c'est l'émotion qui fait en sorte que le joueur performe. À condition qu'on l'intègre à son alter ego et que du coup, quand il rentre sur le terrain, il est déjà fier de sa performance avant même d'avoir joué son match. Comprenez bien, on ne se réfère pas au passé pour définir sa performance, on se réfère au futur. Donc, dans le futur, à la fin de ce match, je veux me sentir fier de moi, fier de ma performance. Donc, je rentre sur le terrain comme étant déjà fier de ce que je vais accomplir. Et là, dans la tête, c'est plus pareil. Et encore une fois, c'est cette émotion-là, pour revenir à ta question. C'est l'émotion qu'on a créée à cet endroit-là qui va nous permettre d'aller dans la direction que l'on souhaite. Dans mon action, il y a une forme de schizophrénie, en fait, où il faut utiliser l'ego et aussi l'alter ego. De temps en temps, lorsque tu veux faire une action que tu ne fais pas d'habitude, là, tu utilises l'alter ego. Et lorsque Exactement. tu À chaque utilises fois une que tu veux qualité que sortir de tu ta zone de faisais, confort, tu utilises l'alter ego. Chaque fois que tu veux faire quelque chose que tu n'arrives pas à faire en tant qu'ego, tu utilises l'alter ego. Pourquoi? Parce que si tu sais déjà le faire en tant qu'ego, tu n'as pas besoin, tu le fais en réalité. Sauf que la performance sportive, par définition, c'est faire quelque chose que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui. Sinon, ce serait. Donc, tu changes un peu de visage alors à chaque je sais pas, match ou entraînement. C'est-à-dire, Pas il à faut chaque savoir. match, à chaque fois que tu rentres sur ce rectangle. Ouais. Comme disait Kobe, si vous avez un peu suivi, Kobe, il était très gentil à l'extérieur du terrain. Hein. Kobe, tu rentres sur le terrain avec lui, c'est plus Kobe. Hein. Il n'est plus ton pote. Hein. Tu es son meilleur pote à l'extérieur du terrain. Sur le terrain, c'est plus ton pote. C'est-à-dire qu'il change de mindset, mais il change aussi de visage, il change de personnalité, il change de focus, il change de pensée, il change d'émotion. Comprenez bien, maintenant qu'on a déterminé le cheminement interne, vision de soi, pensée, émotion, action, résultat, l'alter ego va avoir le même cheminement. L'alter ego va avoir une image de lui. On va créer des pensées littérales de votre alter ego. Et c'est ces pensées-là que vous allez entretenir. On va créer l'émotion, les émotions de votre alter ego. Et c'est ces émotions-là que vous allez entretenir. Et tout ça va créer des actions, des attitudes, des comportements qui vont être complètement différents sur le terrain et une performance qui sera complètement différente. Concernant Kobe, on le voit lors des matchs États-Unis-Espagne contre ou Pogazol.
Et ouais. Et ouais, t'as vu comment il lui rentre dedans, t'as vu comment, alors que c'est son meilleur, enfin c'est pas son meilleur pote, mais c'est quand même le gars avec qui il s'est construit et tout. Il lui rentre dedans comme si c'était pas son pote, quoi. Il a annoncé avant tout le monde. Il dit première action, je lui rentre dedans pour lui faire mal. Et t'as vu même ses coéquipiers, ils ont trouvé ça. Tu sais, ils étaient là. C'est chaud, tu vois. Mais parce que à ce moment-là, c'est pas Kobe et Pau, c'est juste de Black Mamba qui veut atteindre sa performance. On le voit aussi sur notre sportif, c'est Mike Tyson, qui disait justement qu'il a fait une grande carrière en tant que boxeur de poids lourd, champion du monde, etc. Qu'en gros, il pleurait avant les matchs parce qu'il était obligé de rentrer dans une personnalité vicieuse, envieuse, jalouse et mauvaise pour être capable d'aller fracasser quelqu'un, frapper quelqu'un, parce qu'il savait qu'il allait lui faire mal. Et que lui, ça, en tant que personne, oui, lui, ça lui faisait mal. Oui. Ça lui faisait mal. Mais il était obligé de switcher dedans. Sinon, il n'aurait jamais fait une carrière comme ça, quoi. Après, c'est aussi parce que lui, il était dans un sport aussi. Tu ne peux pas y aller fleur au fusil. C'est pareil. Ceux qui font du MMA et tout, tu vois, c'est pareil. Tu rentres dans la cage. Si tu arrives en disant je lui fais la bise, ça va pas passer. Il aurait pu ne pas faire de carrière. Oui, tout simplement. Oui, bien sûr. C'est ça aussi, quoi. C'est là justement. Donc en réalité, les caractéristiques de résilience, de persévérance, de combativité, de travail, d'éthique de travail. Parce qu'on a souvent dit à Kobe, waouh, l'éthique de travail que Kobe avait. C'est pas Kobe, c'est que son Black Mamba, c'était un tueur en série. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est pas Kobe. Kobe tout seul, il aurait fait une carrière qui n'aurait rien à voir avec ça. C'est parce que son Black Mamba avait des ambitions, il a défini des choses très hautes, très grandes. Et donc, forcément, les actions, les émotions, les pensées qu'il entretenait étaient complètement différentes. Et encore une fois, on crée un alter ego dans un cadre. C'est-à-dire, dans le cadre du basket, j'exprime ces idées-là. Quand je sors du cadre de basket, tout va bien, on est cool, on rigole, il n'y a pas de stress. Mais dans ce cadre-là, j'ai défini ma performance comme dépendant de ce type de pensée, ce type d'émotion, ce type d'objectif. On le cadre complètement, et ça, on le fait ensemble. Et après, on le met en place, au début, 1 fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Après, ça devient une habitude, parce qu'il faut le transformer en habitude pour que ça devienne une réussite. Et quand c'est une habitude, on sait rentrer sur le terrain et on sait performer où qu'on soit, quels que soient nos coéquipiers, quel que soit le match, ça devient quelque chose qu'on va faire de manière régulière. Et c'est de là où naît la régularité. Parce que moi, je vois tellement de basketteurs aujourd'hui qui essayent « Ah, j'aimerais bien être plus régulier. » Oui, mais tu es plus régulier, tu es comme ça, tu ne peux pas être plus régulier. Pour être plus régulier, il faut utiliser le même pattern, le même modèle, le même input. Donc, je rentre, je crée mon alter ego, je rentre, je joue en tant qu'alter ego et je sors. Et là, on va avoir un peu plus de régularité. Et concrètement, en combien de temps tu t'arrives à switcher entre ton ego et ton alter ego? Est-ce que c'est un programme de quoi C'est un programme de 3 mois. Donc, en fait, ce n'est pas très long. Sachant que dans les 3 mois, tout le monde a switché avant. Ouais. Je mets 3 mois parce que je ne voulais pas mettre 2 semaines et qu'il y en a qui vont switcher en 2 mois. Ils vont dire, ouais, le problème ne servait à rien. Donc, je mets 3 mois pour, entre guillemets, pouvoir intégrer tout le monde. Sachant qu'encore une fois, tout le monde est différent. Il y en a qui vont switcher dès le début. Moi, j'en ai, tu fais une séance, ils ont capté le truc, ils étaient déjà pas loin, ils arrivent, ils font leur prochain match, ils ont switché et tout va bien. Il y en a qui vont y arriver une fois, après ils ne vont pas y arriver, après ils vont, voilà, et eux, ils vont questionner, donc je réponds à leurs questions, ils vont donner des exemples précis et on avance pour qu'ensuite ça devienne un peu plus régulier et stable. Et une fois que tu as trouvé ton alter ego, pour le mettre en action, en on, pour un match, ouais. comment ça se… Et voilà, ça s'appelle des triggers. Est-ce que c'est quoi? Tu dis, allez, c'est bon, c'est parti, ou c'est tout un processus comme… C'est des déclencheurs. En fait, tu crées des déclencheurs. Okay. Tout le monde, et à cet endroit-là, on a tous des déclencheurs différents. Il y en a qui vont avoir un déclencheur qui vont être, par exemple, je sais pas, il y en a un là, un joueur que j'accompagne en ce moment qui est en Pro B, qui se met un élastique autour de la cheville. Parce que quand il se met cet élastique, il sent son élastique dans sa cheville, dans sa chaussure, et ça l'active. C'est son truc. Il y en a qui vont se mettre, qui vont faire un mouvement particulier. Il y en a qui vont se dire des choses en particulier. Il y en a qui vont mettre une musique particulière.
Parce que cette musique-là va activer, il y en a qui vont, ça peut être tout et n'importe quoi. Et nos différences font en sorte que, il y en a même un là, un joueur que j'accompagne, qui a choisi de faire un mouvement de haka. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, putain, qu'est-ce que tu vas faire avant les matchs? Et du coup, il m'a appelé après, ouais, je l'ai fait avant le match, j'ai tué le match, j'étais trop content. J'ai dit, bah vas-y, bah, fais ton haka. Mais tu vois, après, c'est son truc, s'il a envie de faire un haka ou. Voilà, c'est vraiment personnel. Moi, je vais vous donner le modèle, le cheminement, en gros, le squelette, mais après, on est tous différents. Donc, il y en a qui vont prendre différents éléments pour ancrer. Ici, c'est un ancrage, pour ancrer leur alter ego et pour le maintenir. Ah, Victor? À partir de quel, j'allais dire âge au départ, mais maturité, tu peux travailler avec les gens? C'est une très bonne question, Victor. On m'a beaucoup posé ces questions-là parce que moi, sur Instagram, j'ai pas mal de parents qui me contactent. J'ai des parents qui me contactent pour des gamins, quoi. Je dis, mais c'est compliqué. Là, il y en a un que j'ai accepté. C'est le plus jeune que j'accompagne actuellement. Il a 11 ans. J'ai dû faire un call avec son père, un call avec sa mère, un call avec lui, un call avec les trois. J'ai dû passer tout le monde au peigne fin et surtout lui pour m'assurer qu'il ait la maturité, la compréhension suffisante pour comprendre tous ces éléments-là. Sachant encore une fois que chez le jeune adolescent, le rapport à l'alter ego est beaucoup plus puissant que chez l'adulte. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est enfant, on crée l'alter ego et l'ego naissent en même temps, parce qu'on est avec les deux. Et en fait, on va créer l'ego un peu plus, mais en fait, l'alter ego reste toujours très proche. Un gamin de 7 ans, son alter ego, limite, il le sait, il le voit, c'est clair pour lui. Un gamin de 10 ans, c'est pareil. Après, vers 13-14, ça prend un peu plus d'espace, 18, 20, 22, 25, et à 25 ans, notre alter ego, ça se trouve, ça fait 10 ans qu'on ne l'a pas vu, on ne sait même pas à quoi il ressemble, parce qu'on s'est distancié de lui. Mais un gamin de 13 ans, par exemple, 14 ans, il peut, en une séance, recoller son alter ego, et là, boum, il est parti et il détruit tout. Donc, pour moi, la limite, ce n'est pas une limite d'âge, c'est une limite de maturité. C'est pour ça que tu as utilisé le bon terme, Jean-Victor. C'est une limite de maturité. Il y a des gamins de 16 ans, je vais parler avec eux, j'aurai l'impression qu'ils n'ont pas la maturité. Il y a des gamins de 13 ans, tu vas parler avec eux, tu auras la sensation qu'ils ont la maturité. Donc, ce n'est pas vraiment une question d'âge. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des questions spécifiques à poser à la CEP? Voilà, on va repartir. Ça peut paraître bête comme question, mais est-ce que ça marche pareil chez les garçons et chez les filles? C'est une question qui n'est pas bête, parce qu'en réalité, sur pas mal de choses, il y a souvent une légère, parfois une forte différence entre les filles et les garçons. À cet endroit-ci, moi, je ne vois pas de différence réelle. La différence que je peux noter, parce que j'accompagne aussi des filles en ce moment, c'est que certaines il faut toujours faire le lien avec leur cycle menstruel. Chez la femme qui cherche la performance, il faut faire très attention au cycle menstruel. Donc ça, c'est quelque chose que les garçons n'ont pas à focaliser spécialement, mais chez les filles, c'est important. Il ne faut pas nier son corps, nier son cycle et des choses comme ça. Donc pour moi, c'est l'élément le plus vraiment fondateur dans la différence entre filles et garçons. Et après, au niveau mental, pour moi, je vais même aller un peu plus loin. Les filles étant plus émotionnelles que les garçons, quand une fille a chopé le truc avec l'émotion qu'elle doit entretenir, ça part, mais ça part très vite. Les garçons sont moins conscients de leur champ émotionnel et ont une moins grande maîtrise de ce champ. Les filles sont beaucoup plus proches de leur émotionnalité. Du coup, il faut juste qu'elles captent mentalement ce qui se passe et comment cheminer. Et quand elles y arrivent, ça peut être vraiment top. Okay. Vas-y. Non, je disais juste OK, j'ai compris. Et le fait de nier ou pas les émotions, c'est un peu un aparté. Est-ce que c'est plutôt culturel? En gros, les hommes, on leur a toujours dit faut pas faire ci, faut pas pleurer, faut pas montrer tout ça. Ouais. T'es une fillette. Pour un garçon, t'es une fillette, tu vois. Tu pleures, t'es une fillette, tu vois. On ramène toujours ça à la fille. Ouais, t'es pas un bonhomme, tu vois. Tous ces trucs qui paraissent bêtes quand l'enfant grandit, mais quand il a 13-14 ans, si on lui a dit quand il était minime ou quand il était en baby basket que pleurer à la défaite d'un match, c'était être une fillette, bah, il va s'empêcher de pleurer.
Sauf que s'empêcher de pleurer, c'est s'empêcher de ressentir l'émotion. Et du coup, ça veut dire qu'il aura une moins bonne maturité émotionnelle parce qu'il se coupe de ses émotions. Et donc, souvent, quand j'accompagne des garçons, pour certains, pas pour tous, on se rend compte qu'ils ne font pas le lien avec émotion et performance. Ils ne voient pas le rapport. Mais si, il y a un gros champ émotionnel au milieu, faut être capable de rentrer dedans. Question, quels sont les freins en fait à la recherche de cet alter ego? Parce qu'on n'est pas tous égaux. Et j'imagine que On n'est pas pour tous ceux qui égaux. captent Non, ça en une semaine et ceux qui captent ça en 3 mois, il doit avoir certaines raisons en fait. Et quelles oui. sont-elles? Alors pour moi, c'est des blocages. Pour moi, c'est des blocages internes et souvent des blocages inconscients. Tout le monde a des blocages inconscients. Certainement, il y a certaines personnes qui sont prêtes, déterminées, quand ils commencent l'accompagnement, à les dépasser. Il faut bien comprendre ce qui se passe dans la tête. Tout ce que je crois être vrai est vrai pour moi. Si je rentre dans l'accompagnement en me disant qu'est-ce qu'il va me raconter, je vais voir si, ou avec des freins que je me crée déjà en amont, bah, ça va être beaucoup plus dur pour moi. Si je rentre dans l'accompagnement, et ça je l'ai vu, et c'est pour ça qu'aujourd'hui même dans mon accompagnement, je fais un call avant de rentrer dans l'accompagnement avec un énorme questionnaire pour être sûr que la personne rentre avec le bon mindset. Parce que j'en ai tellement vu qui rentrent en mode comme ça. Et après, à l'intérieur, au bout de 3 semaines, ah, mais ça marche pas. Oui, mais ça marche pas. Tu es rentré avec fermé, en pensant que ça n'allait pas marcher. Avec ce... Vraiment, là, oui, ça marchera pas. Et 3 mois plus tard, ça marchera pas non plus. Et 6 ans plus tard, ça marchera pas non plus. Mais le problème pour lequel ça marche pas, c'est toi. C'est toi qui es fermé. À l'inverse, celui qui rentre bras ouverts en se disant waouh, c'est super, je vais y arriver, je vais développer ma performance. Et, ah ben lui, boum, 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 il pose une question, on répond 2 questions, 3 semaines après, il est au taquet et il avance super vite. Donc pour moi, pour répondre à ta question, c'est dans quel mindset je rentre dans cet accompagnement. Et ça, c'est vrai pour mon accompagnement, c'est vrai pour mon club, c'est vrai pour mon coach, c'est vrai pour ma femme, c'est vrai pour tout ce que je veux. Si je rentre dans un club en me disant oh, ce club-là, il ne va jamais rien m'apporter, je ne vais pas y arriver, mais ma saison, elle ne risque pas d'être en pleine bourre. Si je découvre mon coach, je fais 2 séances avec mon coach et je me dis, oh, ben, ce coach-là, il ne me comprendra jamais, il ne me fera jamais jouer à mon poste, il fera si, jamais. Ah ben, ma relation, le lien avec mon coach, il sera mort dans le film. Et du coup, tout ce que mon coach mettra en place, même s'il essaye d'aller dans mon sens, je ne l'entendrai pas, je ne le verrai pas. Et à un moment donné, il me mettra sur le banc et je définirai que, effectivement, ce coach-là ne me comprend pas. Combien de joueurs ont fait cette saison-là? La saison que je viens de décrire là. Ils commencent en disant déjà des choses, des idées arrêtées sur ce qui va se passer. Donc, c'est vrai, quoi que vous fassiez. Si vous arrivez avec le mauvais mindset, vous sortez avec le mauvais mindset. Si vous rentrez avec un bon mindset, même si vous êtes sur un coach qui ne vous comprendra pas, qui ne saura pas quoi faire de vous, vous trouverez des solutions pour exprimer ce qu'il y a à exprimer dans ce cadre-là. Ok, merci. C'est clair. Il est 15 heures, on va arriver encore quelques minutes, 5 minutes, on va se donner 5 minutes. Si certains ont des questions ou si Seth a quelque chose à rajouter. Bien sûr, on a enregistré la vidéo, on va la faire tourner. Je la remettrai sur le groupe. Je voudrais aussi, pour ceux qui veulent contacter Seth pour échanger avec lui directement et pourquoi pas travailler sur ce protocole-là. Je donnerai aussi toutes les coordonnées. Et après, bon, je sais qu'il y en a pas mal qui voulaient regarder, participer. Peut-être qu'on pourra se refaire en fonction de Seb, son emploi du temps aussi. On pourra peut-être refaire ça, une visio aussi plus tard. Bien sûr. En tout cas, ouais, si vous avez des questions, je suis vraiment désolé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et ce qui est possible aussi, c'est de m'ajouter sur Instagram parce que sur Instagram, j'ai vraiment créé un feed avec des stories, avec des choses vraiment dédiées à l'alter ego. Et donc, si vous avez juste besoin de plus d'infos ou peut-être de prendre plus de temps avant de me contacter, ajoutez-moi sur Instagram et vous allez avoir pas mal d'infos. Ça va être intéressant. c'est Stato, hein. T'as mis quoi Moi, c'est Bistato. BE-du-bas, là, STATO. Ok. Moi, j'ai une question, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui, on t'entend. Tu disais que du coup, les compétences, ou en tout cas
les savoir-faire ou les savoir-être qu'on pouvait avoir dans notre ego pouvaient être une base de construction pour l'alter ego. Oui. Dans quelle mesure l'inverse peut être vrai dans le sens où on entend souvent parler d'élargir sa zone de confort. À quel moment, entre guillemets, l'ego et l'alter ego peuvent s'influencer plutôt dans le sens l'alter ego vers l'ego, des choses que j'ai pu développer dans mon alter ego et qui deviennent un peu plus ancrées dans mon identité. Ou c'est Là, constamment. Là, on est sur un client, là. Juste ta question, déjà, tu m'as fait kiffer. C'est super, parce que ça, c'est un vrai questionnement, mais c'est un questionnement avancé, ce que tu me dis là. Moi, dans mon accompagnement, j'ai fait un accompagnement de base. Celui dont je vous parle, c'est l'accompagnement de base de 3 mois pour la création d'un alter ego. Mais il y a des accompagnements avancés. Et dans le questionnement avancé, c'est en réalité, on fusionne de plus en plus l'ego et l'alter ego. Parce qu'en fait, l'alter ego va venir influencer, comme tu l'as très bien compris, l'ego. Parce qu'à force de faire quelque chose sous le prisme de mon alter ego, je finis quand même par le faire, le refaire, et donc devenir une habitude, et ça devient une part de moi, ça devient pas une part de moi, ça devient vraiment des choses que j'ancre en termes, comme tu l'as dit, de savoir-être et de savoir-faire. Donc à un moment donné, l'ego de Kobe Bryant était quand même très, très, très fort au basket, parce que de toute façon, son alter ego lui avait fait tellement de choses de dingue que même son ego est devenu fort. C'est-à-dire qu'au départ, on a deux identités distinctes, mais qui, avec le temps, avec la conscience, vont venir se merger. Et après, on va créer une entité qui va être vraiment élargie dans sa conscience et qui ne sera plus juste ego-alter ego, mais qui sera vraiment une fusion des deux. À terme, Vas-y, à terme, on va dire changer d'identité. C'est pas changé, parce qu'en fait, ces deux identités sont les tiennes, elles sont déjà présentes. N'oubliez pas que l'ego et l'alter ego sont nés en même temps. Quand tu es né avec les deux parties, comme ton cerveau gauche, ton cerveau droit. Les deux sont toi. Simplement là, encore une fois, et ça se voit au niveau des hémisphères, plus on va travailler sur soi, plus on va venir créer une jonction entre le fonctionnement des deux hémisphères. On ne va plus juste être cerveau gauche ou cerveau droit, on va vraiment avoir les deux hémisphères qui vont se réunir. Et là, dans le fonctionnement même du cerveau, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire. Donc, encore une fois, avec le temps, avec l'expérience et avec la mise en pratique de pas mal de protocoles dans ce sens-là, on va avoir ego, alter ego qui vont se mélanger. Mais on ne crée pas une identité nouvelle. C'est toujours nous. Simplement, notre zone de confort va exploser en termes de parce qu'au départ, la zone de confort est toute petite. Derrière, la zone de confort, elle va être hyper élargie parce que notre alter ego aura intégré et poussé les murs. Ok, merci. Merci justement pour la question. J'ai vu le sourire de Seb, là, il est... Ah, elle était bien. Ah, mais ok. On va terminer sur cette très bonne question de Jocelyn. Comme on a dit, je vais remettre aussi sur le groupe ton Insta, tes coordonnées, si vous voulez contacter. On va remettre le lien pour revisionner la visio. S'il y en a qui veulent plus tard qu'on refasse une visio ensemble, pour surtout ceux qui n'ont pas pu être présents, en fonction des dispos, on en fera une. Voilà, après, je laisserai même Seb refaire un débrief. Si vous pouvez faire un débrief sur la visio, par rapport à la visio sur le groupe, pour en parler à ceux qui n'étaient pas là, allez-y. Ce sera avec plaisir de faire vivre le groupe, si vous trouvez ça intéressant ou non, pour certains peut-être. Mais en tout cas, en parler, ça serait cool. Et pour les visios, qu'est-ce qu'on va faire? On n'en fera pas une toutes les semaines, bien sûr, mais je pense qu'on va essayer toutes les 2 semaines, toutes 3 semaines, avec d'autres sujets. Je sais qu'ici présent, Jean-Victor est OK pour parler du métier déjà sa fin de carrière, la fin de carrière, mais aussi son métier de GM, directeur sportif. On pourra mettre ça aussi en place pour la suite. Voilà, en tout cas, je tenais vraiment à vous remercier pour cette première visio. Personnellement, il y a 2 choses, comme je dis, moi je voulais redynamiser l'agence et je sais que c'était envie de certains d'avoir des conférences comme celle-là, comme celle-ci. Et même pour moi,
par rapport à Dixep. C'est vrai que j'ai pas, en dehors, j'ai plutôt une personne, plutôt une personne réservée, bon, sauf quand je suis en confort, comme je dis, avec mes amis, tout ça. Mais en tant qu'agent, je suis obligé aussi parfois de mettre. Et je sais que ce week-end, j'ai les Leaders Cup, je vais voir beaucoup de monde et que je vais devoir justement mettre en avant, c'est d'avoir une posture. Je sais que je dois, consciemment ou inconsciemment, je dois me présenter d'une façon, avoir un certain ton et qui n'est pas forcément ce que je fais au quotidien. Mais ça rentre exactement dans le cadre de ce que m'a dit Seb, tu vois. Donc voilà, il faudra qu'on reparle en privé, Seb. Si vous voyez Alex arriver comme ça. Torse nu. Torse nu, voilà, torse nu. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour l'échange. Merci Seb, merci d'être venu. Merci à tous, merci pour vos questionnements, merci pour votre écoute. Et je reste à votre disposition si vous avez besoin simplement juste d'échanger sur le sujet, sur votre cas particulier. Moi, ça me fera toujours plaisir. Il n'y a pas de facturation. On se cale un call et on échange. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, voilà, vous aurez plus d'informations, plus de clarté pour faire votre choix. D'accord. Merci. En tout cas, merci Seb. Merci à tout le monde. Passez une bonne fin d'après-midi. Allez, ciao. Salut à tous. Et soigne ta voix. Merci. Oh ouais. Salut.